Bonjour et bienvenue sur Indie Maker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business florissant. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leur stratégie et leurs challenges. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitables. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business périn. Qui que vous soyez, dans ce podcast, vous apprendra à devenir un indie maker. Et le tout sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est en présence de Guillaume Houbèche. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, merci de m'avoir invité. Je suis super content d'être ici. Top. Alors Guillaume, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu te présenterais ? Alors moi, c'est très transverse. J'ai commencé par étudier des sciences. Après, je suis devenu ingénieur chimiste et après, j'ai perverti mon âme dans le business en allant à HEC pour faire du marketing. Ok, pourquoi t'être reconverti vers HEC ? En fait, je pense que j'ai toujours eu une âme business en moi. J'ai fait des sciences parce que c'était le chemin le plus simple, le plus logique. Et en fait, rapidement, j'ai commencé à regarder en école d'ingé chimiste toute la partie entrepreneuriat. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne un peu plus les bases du marketing. Donc, je suis parti à HEC avec cette idée en tête, en commençant à lancer des side projects pendant mon master là-bas, quoi. Ça a été quoi ton premier side project ? Premier side project, c'était une entreprise de t-shirts bio traçables avec mon père, du coup, qui était designer. Ok, ça a bien marché ? Non. Pourquoi ça n'a pas marché ? En vrai, ça allait, tu vois. On a fait. En fait, pour les t-shirts, tu n'as pas un investissement qui est énorme, à part ton temps. Et sinon, tu break-even assez rapidement. Je pense que c'était un peu on va dire que j'ai fait toutes les erreurs de débutant, quoi, tu vois, genre programmation du site en carton. Après, tu vois, réussir à driver du trafic sans vouloir investir beaucoup d'argent dans du e-commerce, c'est compliqué. Plein de choses. Mauvaise préparation, mais expérience super cool. Un bon apprentissage finalement. Ouais, c'est clair. Ok. Donc après avoir fait ce petit side project, qu'est-ce que tu as lancé par la suite ? Après, j'ai lancé. En fait, si tu veux, on a arrêté avec mon père pour plusieurs raisons. Un, on avait réussi à revendre une grosse partie de notre premier stock à des hôtels de luxe. Donc, on s'est dit, bon, bah, c'est cool, tu vois, on a fait un petit peu d'argent avec ce qu'on avait. Et notre relation, tu vois, elle était un peu en train de se dégrader. Parce que ça créait de la tension, tu vois, c'était un peu compliqué. Voilà. Faire du business avec la famille, c'est compliqué. Et du coup, je me suis dit, bon, c'était une super période de ma vie, tu vois. On a passé 4-5 mois peut-être ensemble, depuis l'idée jusqu'à la création du site, première vente et sortie, tu vois, avec tous les hôtels. Mais après, je me suis dit, bon, il y avait des mecs à HEC qui lançaient, enfin, un mec qui lançait une sorte d'agence d'acquisition en B2B. Lui connaissait vachement bien toute cette industrie. Donc, je me suis un peu chauffé, j'ai commencé à m'intéresser à ça et en fait, rapidement, on a cofondé un truc ensemble, donc qui était une agence d'acquisition B2B. Et là, du coup, j'ai commencé à faire de l'acquisition à fond, notamment en utilisant donc du cold email, de l'email de prospection, pour des startups scale-up basées entre la France et les États-Unis ou majoritairement aux US. Et donc, du coup, ça m'a ouvert à un milieu du B2B SaaS que j'ai trouvé vraiment cool. Et arrivé à Station F, j'ai rencontré mes deux nouveaux associés, des génies tech, anciens tech chez eFounders. Et du coup, on a décidé de lancer l'Emlist en janvier 2018. Ok, comment elle est venue l'idée de l'Emlist ? Alors en fait, quand j'avais l'agence d'acquisition, ce qui me faisait vraiment chier, tu vois, c'est que je pense que moi, j'ai mon côté ingé qui ressort où dans tout ce que je fais, c'est vraiment des matrices de tests assez puissantes. Et du coup, on testait toutes les variations possibles, que ce soit texte versus image, texte plus image, texte et vidéo, etc. Et quand on bossait du coup en mode agence d'acquisition, on n'avait pas forcément énormément de liberté par rapport aux clients. Donc, ils étaient là un peu à vouloir faire des choses très traditionnelles, reprendre les templates de HubSpot, tu sais, pour faire de la prospection que tout le monde a utilisé mais qui marche pas. Et du coup, en gros, moi, genre, il y avait des moments où je pétais des câbles et je leur disais, bon, écoutez, c'est simple, on va tester votre template que vous voulez prendre parce que vous avez absolument envie de le prendre.
si mes templates fonctionnent mieux, vous me payez double. S'ils fonctionnent moins bien, vous me payez pas. Et du coup, j'ai commencé à tester des trucs un peu dingos et on a eu clairement des meilleurs résultats. Et donc, du coup, à la suite de ça, je me suis dit, bon, bah, vas-y. À mon avis, il y a moyen d'automatiser ça. Toutes les plateformes que j'utilisais en cold email, je les trouvais nulles. Genre, soit elles étaient lentes, soit il manquait vraiment des features de personnalisation. C'était pas du tout orienté pour des sales, tu vois. C'était vraiment fait, soit pour des mecs qui soient un peu tech savvy, soit pour, je sais pas, tu vois, des gens qui n'ont pas des besoins de faire de personnalisation, quoi. Et donc, on a commencé à se lancer voilà, janvier 2018 et on a commencé à commercialiser en mai 2018 pour Lemlist. Ok, c'était quoi la première feature que vous avez lancée avec Lemlist? Avec Lemlist, c'était vraiment la partie image personnalisée. Donc, pouvoir juste insérer des tags texte, donc le prénom, le nom de la compagnie, enfin peu importe, sur des images. Et ça, c'était vraiment le truc avec. Donc, on avait la séquence de mail, c'était très bateau. Mais la première vraiment feature différenciante, c'était ça. Et c'était ce sur quoi on basait vraiment tout notre différenciateur. Et on a lancé ultra rapidement sur Product Hunt. Donc, Product Hunt, grosse communauté tech, enfin, je pense que tu connais. Ouais. Juste au cas où, pour nos auditeurs, on ne sait jamais. Et du coup, on est arrivé produit numéro 1, alors qu'on n'avait pas du tout préparé. Enfin, on a vraiment fait ça à l'arrache. Et donc là, on s'est dit, ah putain, il y a un truc. Et on a eu genre des centaines de sign-up, notamment de vraiment bêtes de boîtes basées à SF et aux États-Unis. Sauf qu'ils sont tous partis parce que la plateforme a été dégueulasse à cette époque-là. Est-ce Mais que du coup, c'était. tu peux expliquer pourquoi tu as lancé si vite sur Product Hunt? Parce que je sais qu'il y a une histoire intéressante là. Ouais. Ouais, alors il y avait plusieurs trucs, mais en gros, il y avait surtout, quand on a commencé à lancer, en fait, super rapidement, j'ai posté, donc j'ai fait mon truc assez classique quand je veux lancer un projet. J'avais montré un vieux screenshot, tu vois, avec où j'avais falsifié genre plein de stats. J'avais mis genre 80% de taux d'ouverture, 35% de taux de réponse, etc. Et j'avais dit, on a créé un produit qui permet de créer tellement de personnalisation que ça te fait ce taux de réponse-là. Si vous êtes intéressé, commentez-moi. Et donc là, j'ai eu des centaines de personnes qui commentaient moi. Donc tout le monde voulait savoir ce que c'était. Et après, un autre mec a reposté du coup l'outil en disant ouais, ils font de l'image personnalisée, machin, machin et tout. En fait, en ultra rapidement, alors que tu vois, c'était juste une landing page, on a eu genre un concurrent indien qui a lancé, qui s'est mis en mode, il a recopié toutes nos features, il a repris nos screens et tout, et il s'est mis en mode sur Product Hunt sur la partie ship. Donc tu sais, c'est juste avant de lancer. Et du coup, il mettait son truc en mode, voilà quoi, tu vois, genre on va être limite les premiers à l'avoir fait quoi, alors que c'était un vrai copycat. Et du coup, on s'est dit, putain, non, mais genre ce gars-là, impossible, il lance avant nous, tu vois. On a eu l'idée, on était les premiers dessus, il y a pas moyen. Donc on a fait ça vraiment à l'arrache. On s'est dit, bah ok, on le fait maintenant et let's go, quoi. Ok, ça a été un truc un peu mis en avant. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Intéressant. Et qu'est-ce que tu penses qui a fait que ça marche aussi bien, votre lancement sur Product Hunt? Bah, je pense que déjà, il y avait pas mal de trucs enfin, qui font partie, on va dire, de notre boîte. De toute façon, c'est l'aspect très humain. Je pense que, tu vois, on avait compris que pour les sales, ce qui est important, c'est l'humain, c'est la construction de relations. Et tu vois, on avait une proposition de valeur qui était quand même assez forte, c'est obtiens plus de réponses à tes mails de prospection. Donc, on sait que c'est vraiment un pain, tu vois, que beaucoup de personnes ont, quoi. Pour toutes les personnes qui ont lancé des campagnes de prospection, tu sais que la métrique clé, c'est le taux de réponse intéressé. Et tu sais qu'il n'y a pas d'outil qui te permet d'en avoir plus, quoi. Tes outils te permettent d'automatiser. Tout le monde parle de put your sales on autopilot, etc. Tu vois, mais c'est pas axé sur la partie vraiment genre des résultats, tu vois. Et donc du coup, ça c'est vrai que c'était assez clé. Et je pense qu'il y a aussi le fait que tu vois là, on a présenté le lancement sur Product Hunt, c'était une vidéo de moi. Donc, où j'étais là, hello les gars, genre, tu vois, vraiment très humain, pareil, quoi, à l'image de la marque. Je montrais rapidement la plateforme, ce qu'on pouvait faire et tout. Et je pense que les gens ont bien aimé, tu vois. Ils se sont dit, bah, tu vois, c'est un truc assez malin, c'est nouveau, ça n'existe pas avant, personne l'a fait. Et Product Hunt, c'est beaucoup d'early adopters, tu vois, de mecs curieux
sur tout ce qui peut être user acquisition, etc. Donc, je pense que ça a été un bon fit, quoi. Ok. Plutôt pas mal comme lancement. Et du coup, vous avez fait combien d'inscriptions là, une fois, avec le lancement Product Hunt? Sur le premier lancement, je crois qu'on avait dû faire, je sais pas, entre 500 et 1000, quoi. J'ai plus le nombre en tête exact, mais c'était dans ces eaux-là. Mais C'était des... très peu de rétention. D'accord, ouais. Oui, c'était des utilisateurs, c'était du free. Ouais, c'est Du... ça. Parce qu'en fait, à la bêta, même s'il y avait le pricing et tout, on n'avait pas Stripe encore. Enfin, tu sais, ça, on avait codé depuis 2 semaines, quoi, le truc. 3 semaines. C'était Ouais, les tout début. Ouais. ouais, c'était très brut. Ok. Et qu'est-ce que vous avez fait après, du coup, pour pouvoir justement retenir les gens? Et ça a été quoi la stratégie un petit peu? Le harcèlement. Tu prends les gens, tu les mets dans tes séquences d'email en utilisant l'Emlist. Et du coup, on continuait à essayer de choper des rendez-vous, des calls, des démos, etc. Donc ça, c'est vrai que on y allait vraiment comme des bourrins. Donc, t'énerves forcément des utilisateurs, hein, mais c'est la vie au départ. Et après, tu arrives quand même à en closer pas mal. Et ensuite, on a été aussi remarqué par AppSumo, qui est du coup une énorme plateforme qui permet, au lieu de vendre ton software en abonnement, tu vas vendre en fait ce qu'on appelle un lifetime deal, donc un deal qui est à vie. Et l'idée, c'est que eux ont une communauté d'entrepreneurs, agences et PME de plus d'1 million de personnes, essentiellement basées aux US. Donc, ils nous ont contactés et nous, on leur a dit, si on lance, on veut lancer très rapidement avec vous. Donc, ils nous ont dit, OK, go, on fait ça genre en avril. Et donc là, en fait, avec les utilisateurs existants, donc soit qu'on avait réussi à choper par Product Hunt, etc., on a essayé de peaufiner à fond le produit pendant 2 mois pour être prêt pour ce lancement pour AppSumo, où on savait qu'on allait potentiellement récupérer, tu vois, des milliers d'utilisateurs, quoi. Et en même temps, se faire pas mal de cash. Ouais. Du coup, ça a été vos premiers utilisateurs payants, ça a été via AppSumo? Ou vous Ouais, en c'est avez ça. déjà eu? En fait, ça, personne ne savait à AppSumo parce qu'eux, ils pensaient qu'on existait depuis déjà pas mal de temps, qu'on avait du MRR, qu'on avait des clients payants et tout. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on n'avait même pas eu le temps d'installer Stripe au moment où on a lancé AppSumo. Et du coup, en fait, comme tout est payé sur la plateforme AppSumo, les gens, en fait, ils ont payé pour un outil qu'on faisait même pas payer, en fait. Et du coup, j'avoue que juste après, j'ai un peu mis la pression à mes associés en mode les gars, là, AppSumo, c'est fini, maintenant c'est Stripe, parce que sinon, ça va être vraiment trop galère, là. On va recevoir des messages d'insultes. Ah oui, oui, j'imagine. Eh ben, super intéressant d'avoir un peu. Je vois que dans tout ce que tu dis, tu as un peu cramé les règles à chaque fois et puis détourné les process et puis ça. Ouais, on essaye de, je sais pas, faire les choses le plus rapidement possible. Et puis, s'il y a des raccourcis, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, ouais. Ouais, c'est une bonne dynamique, hein, je pense. Après, faut pas oublier de dire des fois désolé. Ouais, c'est ça. J'ai niqué les règles, mais c'était pour la bonne C'est pour cause. la bonne cause. C'est ça. Du coup, ben, vraiment intéressant ces petits débuts de Limlist. Je voudrais savoir, j'ai une question intermédiaire. Avant d'avoir lancé Limlist, tu as lancé combien de projets avant que tu en aies un qui marche comme ça? Bah, du coup, moi, c'était vraiment les 2 projets d'avant, quoi. Donc, le projet, en fait, il y avait un projet que j'ai fait pendant mes études à HEC, donc les t-shirts. Ça, je m'en suis servi, en fait, pour ma thèse, tu vois. Donc, c'était plein de learning en fait, j'avais créé une communauté autour de Paris. Donc, j'avais une page Facebook. En 2 mois, je l'avais montée à 3 000 à 4 000 personnes. Et je m'étais servi de cette page Facebook pour driver du trafic pour ma marque. Et donc, on avait réussi à faire des ventes juste de ça, tu vois. Donc, c'était assez intéressant, en fait. C'était comment tu arrives à générer du trafic et faire du cash sans dépenser d'argent. Sauf qu'en fait, voilà, j'ai toujours été un crevard. Donc, pour moi, la pub, ça n'a jamais été un truc que j'ai eu envie de tester. Je pense de peur d'échouer, en fait. De dépenser de l'argent et de me dire, il n'y a rien qui rentre, tu vois. Et ce qui est vraiment pas une bonne mentalité. Et ça, j'ai changé depuis. Mais tu vois, typiquement, ça, c'était le premier truc. Donc ouais, c'était on va dire un semi-échec. L'agence d'acquisition, bah, ça faisait de l'argent, mais c'est pas, tu vois, c'était pas ma vie, c'était pas du récurrent. Il y a pas de, c'est du service en fait. Donc Oui. ça, on va dire que c'était un semi-échec aussi.
et après Lemlist, donc qui a très bien fonctionné, et après Lempod, et après d'autres Ok. projets en cours. D'autres projets en cours, ouais. Alors, c'est drôle parce que justement, je t'ai connu grâce à Lempod. Il y a quelqu'un qui Ok. m'a dit, mais tu devrais faire un Lempod pour pouvoir faire marcher mieux tes posts Ouais. LinkedIn et pour que les gens aillent visiter ton podcast. Je Mm. suis là, mais attends, c'est quoi? C'est quoi ça? Du coup, si tu peux un peu expliquer c'est quoi le produit? Ouais, alors Lempod, en fait, c'est une extension Chrome qui te permet d'obtenir plus de vues et d'engagement sur tes posts LinkedIn. Le principe, en fait, c'est que tu te mets, soit tu rejoins des groupes, donc par exemple de digital marketers, founders, en fonction de ta location, donc si tu es en France, Europe, États-Unis, etc. Et automatiquement, les gens de ton groupe, à chaque fois que tu vas poster quelque chose en LinkedIn, ils vont aller automatiquement liker et commenter. Et donc, toi, en fait, tu vas avoir beaucoup plus d'engagement. En fait, l'idée, c'est de donner un boost à ton post pour qu'ensuite, l'engagement organique de LinkedIn prenne et que du coup, tu arrives à générer beaucoup plus de visibilité, en fait. Ok, c'est un booster de visibilité pour LinkedIn, Ouais, quoi. c'est ça. C'est ça. En fait, l'idée derrière ça, c'était un peu c'est un peu le Robin des Bois de la data, tu vois. En mode où on a tous créé des profils LinkedIn. LinkedIn se rince à vendre nos profils en revendant du Sales Navigator, du LinkedIn Recruiter, etc. Ils ont revendu à Microsoft des milliards et nous, on a touché zéro. Et maintenant, si tu veux du reach, ils te demandent de payer de l'ADS qui coûte des fortunes. Et du coup, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est foire au peuple. On doit faire quelque chose. Et du coup, genre, c'est venu d'un besoin très simple en fait qu'on avait. C'est-à-dire que à chaque fois que je postais sur LinkedIn, je mettais mon lien. J'avais plusieurs communautés Slack, mais notamment avec mes cofondateurs. Sauf que mes cofondateurs, comme je te l'ai dit au départ, c'est des brutes en tech. Donc ça, ils l'ont fait 3 fois. Et après, ils m'ont dit, vas-y, tu me casses les couilles, on va créer un truc pour automatiser ça parce que ça me saoule. Et je dis, ouais, bah, si on le fait, on a un vrai business, tu vois. Donc, on était parti en team building, c'était à Tel Aviv. On était parti genre une semaine. Et à la fin, en fait, quand on fait nos team building founder, on se pose toujours la question, si on devait créer un nouveau produit aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait, tu vois? Et moi, j'avais préparé genre toute la partie pour l'Empod en leur expliquant pourquoi on allait faire du cash avec ça et pourquoi ça allait marcher. Et 2, 3 mois plus tard, ils sont partis à une conférence tech où ils se faisaient chier et ils ont codé un Lempod en 3 jours. Et après, ça a décollé en mode ouais, fusée. D'accord, ouais. Et du coup, justement, sur ces deux projets-là, tu fais combien de MRR actuellement? Ouais, alors là, on est, du coup, je donne la date parce qu'on grossit assez vite, donc ça change. Ouais, En gros, on est avec Lemlist. Là, on a dépassé les 50 000 euros de MRR. Avec l'Empod, on a dépassé les 15 000. ah L'Empod, ouais, on l'a lancé donc ouais, novembre 2000, là, on est en novembre 2019. L'Emlist, ça va faire 18 mois, un peu moins. Donc, c'était mai 2018. Et l'Empod, ça fait depuis mars-avril 2019. Donc, c'est 6 mois, 7 mois, 8 mois, je crois. Donc, ah, les deux projets, ouais. Mm. c'est plutôt propre, 15K de Ouais, c'est pas MRR mal. C'est pas mal. en Et si en peu de fait, là, temps. on se rapproche du million d'ARR parce qu'on a aussi notre troisième projet qui est LemTalk. Donc, tous nos projets commencent par Lem et la boîte Ok, s'appelle Lempire. C'est malin. notre vision. Et On du se coup, fait le vraiment troisième pire. projet, c'est quoi? C'est un live chat en fait qui est directement intégré dans Slack. Donc toi, tu connectes Facebook, tu connectes le live chat sur ton site, tu connectes ta boîte mail de support, etc. Et tu reçois tout dans Slack. Tu peux répondre depuis Slack et ça va dans le bon canal. Donc en fait, ça te fait gagner pas mal de temps. C'est cool pour les petites teams, tu vois, genre où t'es. Ouais. Ouais, Puis t'évites les gros outils, genre ouais, c'est clair. Zendesk et tout ça. Ouais, les trucs où t'as envie de te tirer une balle, ouais. C'est ça, c'est ça. Ok, ben, très bon sur ce troisième truc. Alors, ma prochaine question, ça va être, c'est quoi tes objectifs avec tes projets? Pourquoi tu crées cette boîte? Où tu veux aller avec? Alors nous, en fait, déjà, le plus gros objectif, c'est le kiff. Donc vraiment, enfin, c'est de faire des projets qui nous font kiffer. Tu vois, aujourd'hui, on a atteint un stade où nous, on est une toute petite team, tous remote. Il y a que moi qui viens à Station F tous les jours parce que j'aime bien cet endroit et j'aime bien avoir des bureaux. Mais ça n'empêche que tu vois, là, on va partir un mois à Bali.
pour aller bosser parce qu'on déteste tous l'hiver et qu'on bouge assez fréquemment dans d'autres villes d'Europe, enfin, si on en a envie, etc. Et du coup, l'idée, c'est de continuer à bosser sur des projets vraiment qui nous font kiffer et potentiellement avoir en fait toute la partie exit aussi, c'est-à-dire créer des projets jusqu'à ce qu'ils deviennent assez rentables pour faire des exits qui nous rapportent pas mal d'argent, tu vois. On sait qu'il faut de l'argent pour vivre. Aujourd'hui, on est à un stade où tous les mois, on se paye de très, très bons salaires, on touche des dividendes à la fin de l'année. Donc, on sait que l'argent, c'est plus un problème. Et maintenant, l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on a envie enfin, sur quel projet on a envie d'être focus et où est-ce qu'on veut les emmener. Après, l'Emlist, tu vois, c'est le plus gros projet et il y a un potentiel marché de malade. On a une croissance aussi qui est très, très élevée. Donc, on sait qu'on a envie d'aller un peu cogner le marché des sales, juste parce que, tu vois, on commence à sentir, que ce soit au niveau de notre communauté qu'on a créée, qui est maintenant devenue la plus grosse communauté autour des sales automation, que ce soit au niveau, tu vois, même du contenu qu'on produit, des feedbacks utilisateurs, etc. On sait qu'on tient quelque chose et qu'on a encore énormément de choses à faire. L'Empod, tu vois, c'est un produit qui est très simple. Et il fonctionne autour de la communauté, mais tu vois, on n'a pas les mêmes ambitions pour l'Empod. Et après, on a d'autres projets en tête qu'on a envie de faire. Et ça, c'est aussi un peu notre côté très touche à tout et qui fait qu'on a envie de créer plein de projets SaaS, les faire grossir. Là, on est en train de valider en fait un nouveau modèle qui est de recruter en fait par projet des équipes et de les avoir, de manager en fait chaque équipe et d'avoir ces gens-là qui bossent sur ces projets. Tu vois, par exemple, l'Mpod, moi, je passe 15-20 minutes dessus par semaine euh, Ok. pour 15 cas, tu vois. Et mes devs, ils doivent passer peut-être aller 2 heures par mois pour, on va dire, faire le maintien, maintenir, fixer 2-3 bugs s'il y a des bugs. Mais sinon, en vrai, ça ne nous demande pas de taf. Et là, on a un mec dessus qui bosse à temps plein pour faire toute la partie marketing, contenu. Donc lui, en fait, je lui donne tous les process qu'on a mis en place pour les M-List. En gros, je les applique sur tous les différents produits. Et on essaie de créer comme ça, tu vois, des sortes de grosses machines, en fait, qui te permettent de continuer la croissance avec des canaux d'acquisition qu'on maîtrise et qui ont zéro coût, en fait. D'accord. T'essayes un peu de reproduire le principe de eFounder un peu avec des... Ouais, eFounders, tu vois, on va dire qu'ils sont à un autre niveau parce que eux, leur but, c'est vraiment de faire des unicorns à chaque fois. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, on veut faire Oui, des projets, tu vois, genre qui nous font kiffer et qui n'ont pas forcément des marchés à plus de 10 milliards, tu vois. En fait, tu as plein de micro SaaS, donc des SaaS très spécifiques pour un marché, etc. Tu vois, le marché il peut faire 100 millions, un truc comme ça. Mais c'est des trucs super intéressants aussi, tu vois. Genre, tout ce qui est produit de niche, pour moi, c'est l'avenir du SaaS, en fait, surtout pour les bootstrappers, donc les gens qui ne veulent pas lever de fonds comme nous. Parce que, en fait, tu vois, c'est des marchés où tu n'as aucune boîte financée par des VC qui iront, en fait. Donc, ça veut dire que c'est des marchés beaucoup moins concurrentiels et où, en fait, tu as moyen de te faire une place et créer du réseau. Nous, ça, pour l'instant, tu vois, on n'a pas encore réussi à le faire. Mais ça sera genre dans mes next steps, ça sera justement de trouver, tu vois, une belle niche avec un marché qui soit pas trop gros et peu adressé pour créer un produit, tu vois, qui réponde à un besoin très spécifique et qui permet après de générer, tu vois, du bouche à oreille et tu arrives en fait très rapidement à caper un marché sans dépenser trop d'énergie, tu vois. moi, j'ai un peu l'impression, c'est ce que tu fais quand même avec tes projets actuels. Ouais, bah, l'Empod, tu vois, c'est un peu plus spécifique, peut-être un peu plus niche. Mais après, tu regardes l'Emlist en soi, le marché, c'est énorme. Nos concurrents, par exemple, Salesloft, Outreach, c'est des boîtes qui font quasiment 100 millions de chiffre d'affaires. Et le marché, c'est plusieurs milliards. Euh, Oui. Tu vois, c'est des marchés de sales automation qui sont énormes. Donc après, ouais, soit c'est à nous d'être vraiment dans une verticale, soit voilà, rester un peu comme on fait, être assez généraliste, mais Bah, après, tu as commencé par quelque chose d'assez spécifique, c'est le cold ouais, emailing. ouais, c'est ça. Donc,
Après, ouais, tu peux trouver plein de différentes automatisations, Ouais, mais tu as quand même pris une verticale assez particulière. ouais, c'est ça. Mais là, tu vois, on est en train de changer vraiment sur la partie sales automation. Et donc, du coup, sales automation, ça va être insérer aussi du call, des actions potentiellement par API. Donc, aller faire des tâches manuelles, aller faire des tâches par API, genre j'envoie un mail, puis ensuite je vais faire une visite sur LinkedIn, puis ensuite je reviens, je revois un mail. Enfin, tu vois, automatiser tout ça. Et donc là, la plateforme, elle va prendre une sorte de verticalité et horizontalité beaucoup plus grande, quoi. D'accord, ouais. Oui, tu vas faire rencontrer plus. Après, ça dépend comment tu peux l'amener. Tu peux Mm. l'amener d'une manière où c'est plusieurs produits qui communiquent entre eux, Ouais. ou alors c'est un gros produit. Tu vois, ça Mm. dépend ce que tu choisis. Parce qu'au final, rien que visiter les profils en automatisation, bon là, Ouais. tu peux le faire avec Phantom Buster, mais Ouais. il y a quand même une approche qui peut être vraiment juste Ouais, un ouais, c'est produit clair. autour Bah, de nous, ça. notre but de toute façon, c'est pas de réinventer la roue, hein. Genre, typiquement, on a déjà des intégrations avec Phantom Buster et le but, c'est de pousser là-dessus, tu vois. Mais juste de pouvoir créer, en fait, des séquences de prospection qui sont un peu plus poussées et adaptées aux sales d'aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, il faut faire de l'email, il faut faire du call, il faut faire un peu de LinkedIn. Et du coup, ça, tu vois, ça doit être dans ta plateforme, ou en tout cas dans la plateforme qu'on va développer, qu'on développe. Ok. Pour revenir, tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu as créé une communauté autour de ton produit. C'est quoi la communauté? Tu peux en parler un peu plus? Ouais, la communauté, elle s'appelait à la base The Email Outreach Family et maintenant c'est The Sales Automation Family parce qu'on change, on bouge de l'email outreach pour aller sur les sales automation. Il y a plus de 3500 personnes aujourd'hui et ça, c'est encore sans qu'on ait vraiment poussé la communauté. Donc, c'est majoritairement nos utilisateurs aujourd'hui. Et du coup, en fait, dans cette communauté, on balance plein de tips, best practice sur comment faire pour créer des mails et devenir successful, donc faire des campagnes qui te rapportent de l'argent, en gros. Et donc, il y a plein de choses, que ce soit conseils au niveau de l'utilisation de l'outil, que ce soit sur comment rédiger des bons templates. Et là, l'idée en 2020, tu vois, ça va être d'avoir un énorme focus sur la communauté avec des interviews de top sales professionals, de nouveaux outils, de workflow, tu vois. Parce que ça, c'est un truc qui manque à beaucoup, beaucoup de boîtes. Comment est-ce que tu fais pour setuper ton CRM, puis ta séquence d'outbound? Qu'est-ce que tu mets dans cette séquence d'outbound? Comment tu fais des bons emails? Comment tu fais des bons calls? Comment tu fais des bons trucs sur LinkedIn? Tu vois, il y a plein de contenus sur lesquels on va pouvoir partager. Et potentiellement, ça va générer, tu vois, une communauté autour des sales automation assez énorme. Et là, l'avantage, c'est que aussi tous nos utilisateurs qui sont dans la communauté ont vraiment des connaissances aujourd'hui qui sont de plus en plus grandes. Et on a cet effet, tu vois, d'entraide où à la base, je répondais à toutes les questions dès qu'il y avait des questions sur la liste, etc. Ouais. Et maintenant, on a des users, tu vois, qui répondent avant moi, quoi. Des Et power users. vraiment, ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Donc, nos utilisateurs, on les appelle les LEM listers. Et dès l'année prochaine, on va commencer à sortir les LEM lister of the week ou LEM lister of the month, où on mettra, tu vois, nos users vachement en avant. Parce qu'il y en a, en fait, qui sont juste géniaux et qui font du super bon taf. Et du coup, d'autres personnes peuvent apprendre d'eux. Et l'idée, tu vois, c'est d'avoir cette communauté autour des gens qui veulent faire des bonnes sales. Parce que, tu vois, pour moi, tu as les spammers donc qui Oui. vont aller utiliser, tu vois, des outils d'envoi de mails de masse sans vraiment comprendre ce qu'ils font et tout. Et tu as les vraies personnes qui font des sales. Et là, c'est tout un art, tu vois. Genre construire des relations, faire en sorte d'être beaucoup plus humain, bien faire en sorte de segmenter ta cible, comment tu segmentes ta cible, qui tu mets dans tes buckets, etc. Il y a plein de contenus, plein de choses à faire. Et je pense qu'on a un boulevard, tu vois, parce qu'on a un côté aussi qui est très humain, très proche des utilisateurs et qui va dans le sens des sales, en fait. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de gens encore qui font du sales et qui se disent bon ben je vais envoyer un maximum de trucs et j'aurai du retour dans tous les cas
Et Ouais, enfin, moi, je le vois pas sur des sales, mais sur du HR en étant tech. ouais. Tu reçois 1 million d'emails, pas du tout qualifiés, mais genre, c'est Bah, ouais. n'importe quoi. Et t'es là, tu fais, mais pourquoi tu fais ça? C'est Je genre, cherche 15 ans d'expérience en React. D'accord. mais il y a marqué que je fais pas du tout cette Ouais, technologie. c'est ça. Oui, mais tant pis, je t'ai mis dans ma liste et voilà, tu es à vie. Ah, d'accord. Ouais. Merci. Ouais, top. Non, à un moment, je crois que j'en étais arrivé à insulter les gens, limite. Leur dire, mais Ouais, d'accord. pourquoi tu fais ce travail, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Change de métier, C'est putain. ça. C'est ça. Puis après, j'ai compris qu'en fait, finalement, c'est juste parce que bah, les gens, ils en ont un peu marre d'essayer de chercher trop loin et qu'il leur manque de Ouais, c'est bons ça. outils. Ouais. Donc, c'est vraiment pas mal d'apporter ça, je pense, que ça soit au sales ou à n'importe qui d'autre. Quand tu as démarché beaucoup de gens, c'est facile de devenir blasé, quoi. D'avoir des. Ouais, c'est clair, mais en fait, tu vois, je pense que c'est une question d'approche, tu vois. En fait, aujourd'hui, on a énormément d'outils qui sont un peu des vendeurs de tapis, tu vois. Dans le sens où ils vont te dire mettez vos sales en autopilote, genre ne faites rien et vous aurez du cash qui va rentrer, tu vois. Oui, Et c'est vrai. évidemment, enfin, franchement, tu dis ça à n'importe qui, que ce soit un enfant de 5 ans ou une maman de 80 ans, tu vois. Les gens, ils vont te dire ah ouais, je peux faire du cash comme ça sans rien faire. Bah très bien, tu vois, genre je suis chaud. Mais du coup, en gros, les gens derrière, en fait, si ils n'ont pas les bonnes attentes, forcément, quand ils le font, ils vont être déçus, tu vois. Alors que si dès le départ, tu leur dis, bon, les sales, c'est un travail qui demande du temps parce qu'en fait, tu dois construire des relations avec des gens. Pour construire avec des relations avec des gens, tu as moyen d'automatiser beaucoup de choses, mais il y a des choses que tu ne pourras pas automatiser, tu vois. Et il faut mettre les bases de façon très claire dès le départ. Et une fois que tu as ça, bah, je pense que tu vois, les gens, c'est juste un problème d'éducation, en fait, hein. Une fois que tu dis aux gens quoi faire et tu leur montres que les résultats sont là quand ils le font, bah, les gens sont contents, tu vois. Ils se disent juste, bah, OK, c'est le taf, quoi. Oui, oui, ça me fait penser un petit peu au. Je sais pas si tu avais vu la conf de Jean de la Rochebroire qui dit être organisé comme une machine pour vivre Ouais, comme un OK. humain. Et on a beaucoup de. Je trouve qu'on a souvent cette truc-là de se dire bon ben on peut automatiser plein de trucs, on veut ou on voudrait automatiser plein de trucs alors que parce qu'on a beaucoup de choses qui nous prennent du temps, mais alors qu'il y en a certaines qui sont faites pour être automatisées parce qu'en fait elles n'ont pas de valeur ajoutée Ouais, humainement, et il y en a d'autres où il faudrait passer beaucoup plus de temps et pas du tout les automatiser. ouais, c'est Et, clair. Mmh. et du coup, il y a beaucoup d'outils à l'ancienne qui sont plutôt du genre à dire on va tout automatiser, t'inquiète, donne-nous ta carte bleue et puis Voilà, c'est ça. l'argent va revenir, quoi. Et les résultats, tu vois, sont pas là ou pareil, en fait, tu as des résultats, mais c'est déceptif. Enfin, tu vois, genre, moi, je l'ai fait, hein, envoyer, tu à 10 000 personnes. Tu te dis que quand tu as un mail, globalement, il est pas trop personnalisé et cetera, tu vois, tu te retrouves avec un taux de réponse de 1. Tu vois, sur 10 000 personnes, tu as 100 réponses, c'est pas dégueu, hein, tu vois, 100 leads, toi, tu pas levé un enfin, mais oui, sauf que le problème, c'est qu'en fait, tu as fait chier 9 900 personnes, quoi. Et ça, tu vois, après, pour ta marque, c'est pas forcément kiffant, c'est pas forcément cool. Et il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte, en fait. Et après, par contre, tu vois, je pense que toutes les boîtes qui sont relativement sérieuses et qui structurent une équipe sales, bah, eux, tu vois, c'est fini, tu vois, ce genre de choses. Ils sont beaucoup plus structurés, ils vont aller comprendre que c'est de la construction de relations, comprendre que ça qu'il faut du temps Et et que qu'il si tu faut. mets l'effort, en fait, ça marche, hein. Yes. Allez, ça me fait penser justement à l'histoire que j'ai lue sur ton blog par rapport à la rencontre de 44 personnes à Saster. Ah Est-ce ouais, que tu ouais, peux, c'était ouais. est-ce que tu peux en parler un petit peu? Bah ouais, du coup, c'était comme je l'ai dit au départ, j'ai toujours été un gros crevard. Du coup, au moment de lancer l'Emlist, on n'avait pas de ressources, ou en tout cas, on voulait pas en mettre. Et donc, j'ai décidé en fait, il y avait un événement SaaStr à Paris, donc avec que des boîtes SaaS. Donc en fait, moi, notre cible, c'est beaucoup les boîtes SaaS, pour plusieurs raisons, mais parce qu'en général, ils sont assez adeptes, tu vois, des nouvelles technologies et des nouveaux outils, tu vois, un peu innovants. Et ensuite, l'autre point, c'est que comme nous, on est SaaS aussi, rencontrer potentiellement des founders de boîtes SaaS qui ont réussi, c'est toujours intéressant parce que tu as plein de best practices à échanger, qu'est-ce qui a marché pour toi, des potentiels intros, etc. Et donc, du coup, il y avait cet événement à Paris. Donc, évidemment, comme les personnes qui organisent les événements, c'est encore plus des crevards que toi.
Ils te disent, tu vois, genre, bon, bah, les gars, notre team, c'est genre 3 personnes pour organiser un event où il y aura des milliers de personnes. Du coup, on a besoin de volontaires. Donc, les volontaires, c'est genre des mecs que tu prends, que tu payes pas et qui font tout le sale taf, quoi. Donc, je me suis dit, bah, très bien, tu vois, je vais aller là-bas, ou en tout cas, je vais m'inscrire sur la liste de volontaires. Donc, en vrai, j'ai dû y aller, j'ai dû passer peut-être 1 heure là-bas, c'était pas trop loin de chez moi. J'y suis allé, j'ai récupéré la liste des invités, tu vois. En parlant rapidement, il m'a dit, ouais, t'inquiète, je te l'envoie, je te partage le fichier, machin, machin. J'ai récupéré la liste de tout le monde et moi, j'ai mis mon shift en fait en mode inscription, tu vois. Donc, toutes les personnes qui arrivaient à l'event, j'allais leur donner leur badge. Je me suis mis un Parfait. shift le matin et en gros, juste avant, j'ai récupéré avec la liste, je leur ai fait un énorme message vidéo, donc en utilisant l'Emlist, où je leur disais l'objet, c'était en gros Let's meet at Staster Paris first name. Dans le message, il y avait une image dynamique, donc on faisait avec l'Emlist. Donc à partir en gros du domaine du mail, nous on arrive à faire des screenshots de leur site internet. Donc en fait, ils ont un petit thumbnail, tu vois, où tu as le bouton play de YouTube et dans le background, tu as leur site et il y avait écrit pour toi prénom avec le prénom de la personne, plus le logo de leur boîte. Bah, bref, on a fait un truc automatisé qui marchait très bien. Et quand ils cliquaient, ils arrivaient sur une landing page dynamique qu'on fait aussi avec l'Emlist, où là, c'était en mode ma vidéo. Et je leur disais, hello, j'ai vu que tu allais à Saster. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour toi. J'ai vraiment trop envie de te rencontrer. Et je trouve que ce que tu fais, c'est génial. N'hésite pas à booker un rendez-vous avec moi directement. J'avais mis, je crois, un petit Calendly. Et du coup, à la fin, il y avait même un chat. En fait, on peut faire popper le live chat à la fin de la vidéo avec un message personnalisé aussi. Donc, on a plusieurs intégrations avec des live chats. Et là, il y avait écrit genre salut prénom, donc avec le prénom de la personne qui est remplacée. Quand est-ce que tu es dispo pour qu'on se rencontre, tu vois. Et donc, du coup, j'ai eu 44 meetings et j'ai eu des mecs, en fait, qui, pendant l'event, que je connaissais pas du tout, tu vois, parce qu'en vrai, j'avais pas du tout checké la liste. Tu sais, je me suis dit, vas-y, je fais ça à l'arrache. L'event, c'est genre dans 24 heures. Faut que j'envoie un truc. Allez, on le fait, tu vois. Et en fait, Ouais. je m'attendais pas du tout à avoir autant de réponses. Et du coup, à l'event, tu avais des mecs qui m'arrêtaient, qui me disaient, je suis désolé, j'ai pas encore eu le temps de répondre à ta vidéo et tout, mais génial, la touche personnalisée, on se prend un café tout à l'heure. J'étais là, ouais, bien sûr, Je sais pas quitter. je peux pas quitter. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais du coup, super intéressante. Par contre, genre fin de journée, tu as la tête qui va exploser, tu as parlé à beaucoup trop de personnes, mais cool, quoi. Donc, très Oui, cool. c'est un problème de riche, ça. Ouais, Pour c'est toi. ça, c'est ça. Mmh. Ok, mais super intéressant cette histoire. Ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, tu mets en avant le fait que tu as fait les trucs à l'arrache, mais tu les as fait terriblement bien à l'arrache, hein. T'es Bah, plutôt t'inquiète bon. pas, là, je raconte que les histoires qui fonctionnent bien. Vas-y. Balance. T'en as une Il y a où tu t'es vautré sur un truc à l'arrache? hem, ouais, je crois qu'il y avait un truc qu'on avait fait un peu à l'arrache et là, ça nous avait pas fait en fait, c'était au tout départ où on utilisait, où on voulait tester, en fait, cette nouvelle techno des landing pages dynamiques et cetera. En fait, j'avais dit à mes devs de mettre l'intégration Calendly, tu vois? Et en fait, on s'était mal compris et du coup, ils l'avaient pas fait et on avait quand même lancé le truc et en fait, le seul call to action dans la vidéo, c'était book, sur mon Calendly en dessous et il y avait rien et du coup, personne n'a booké évidemment et on n'avait pas mis le chat non plus. Donc j'étais là genre, c'était horrible, je me suis pris des messages en mode, «J'ai regardé ton site, je comprends pas ce que tu fais, et il y a même pas de Calendly, donc un produit qui marche pas?» point d'interrogation, tu vois? Et du coup, tu es Ça, là, tu fais: «Ah putain!» Bon, tu apprends de tes erreurs, quoi. C'est oui, le bah, clairement, je pense que c'est ça qui fait un bon entrepreneur, c'est qu'il a fait plein d'erreurs avant de trouver les bonnes tactiques. mmh, Ok. Eh bien, vachement intéressant. Et alors, on va passer sur ma deuxième partie de question, on va dire. ouais. Là, j'ai en première question, ça serait comment tu as détecté une idée qui était viable? Qu'est-ce qui a fait que tu as lancé l'Emlist et l'Empod et pas autre chose? Ouais. Comment t'as... Alors, en fait, tu sais, en gros, tu as un truc, c'est les mecs de YC là qui disent, «Build something people want», tu vois? Genre, construisez des choses que les gens veulent. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, tu vois? Je pense qu'il faut construire des trucs que toi, tu veux, tu vois? Parce que c'est toi qui vas bosser sur, ce projet, que forcément quand tu es en mode bootstrap, donc sans investisseur, bah, tu peux pas construire de team, parce que tu as pas d'argent pour engager d'autres personnes.
Donc, c'est vraiment important que tu bosses sur un projet, tu vois, que tu aimes bien. Donc, si tu construis un truc que tu aimes, l'avantage, c'est qu'au moins, tu as la grosse partie du kiff qui, pour nous, tu vois, est un des trucs primordiaux dans le taf. Et là, tu vois. Donc ça, c'était le truc. Et donc, pour l'Emlist, la validation, bah, tu sais, c'est assez rapide. En fait, c'est assez rapide pour valider des idées. J'ai mes techniques de crevard, tu vois, c'est trouver les bonnes communautés. Et dans ces communautés, demander un feedback sans avoir vraiment créé un truc. En fait, tu demandes un feedback ou tu demandes s'il y a des gens qui sont intéressés par rapport à ta value proposition. Genre, la liste, c'était obtenez plus de réponses à vos calls d'email. Donc, du coup, tu vois, la value prop, c'était vraiment ça. Donc, les gens, c'était est-ce que vous serez intéressés pour obtenir plus de réponses à vos calls d'email? Mais évidemment, je ne l'avais pas formulé comme ça. Je l'avais formulé en mode on a un outil qui permet blablabla. Bla, 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 et commentez, moi, si vous avez envie que je vous envoie les. Donc, ça, tu vois, ça te permet de tester des idées ultra rapidement. Et après, c'était parti d'un besoin, tu vois, qu'on avait aussi. L'Empod, c'était un besoin. Et c'est être à l'écoute de ton marché, en fait. Des besoins, il y en a énormément. Genre, il y a des besoins partout, tu vois. Il y a, que ce soit sur des petits trucs. Après, tu vois, il faut être sûr que ces besoins, les gens soient prêts à payer. Et ça, pour ça, franchement, moi, je t'avoue que j'étais pas forcément très bon pour ça au début. C'est-à-dire faire en sorte, ou en tout cas faire payer les gens le plus tôt possible. J'ai toujours eu un côté un peu perfectionniste que j'ai plus trop maintenant. Mais où en gros, je voulais vraiment faire les choses très carrées avant de les lancer, même si c'est rapidement, mais juste au moins très carré. Et mes associés, tu vois, eux, ils sont beaucoup plus dans le allez, c'est bon, là, maintenant, on fait payer, quoi, tu vois. Et du coup, il y a des moments où on n'était pas forcément d'accord, tu vois, sur la deadline de quand on fait payer. Mais globalement, je me suis toujours dit, essayer de me mettre des coups de pied au cul en mode allez, c'est pas, tu sais, il y en a plein, il y a plein d'entrepreneurs qui te disent ça, genre attends, mais il me manque 3 features et après je ferai payer. Non, si tu as des gens qui utilisent ton produit, il faut que tu fasses payer, tu vois. C'est le meilleur moyen et ils doivent, en fait, c'est à eux de payer ton développement, tu vois. C'est à eux de te payer les prochaines features, quoi. Parce que tu dois déjà leur apporter de la valeur dès le début. Oui, Il y a sinon c'est que tu évidemment rates quelque des. chose. Ouais, c'est ça. Il y a évidemment des cas très particuliers, tu vois, où c'est pur produit, mais globalement, tu vois, les gens, à partir du moment où tu leur as parlé, tu as fait une démo et qu'ils utilisent ton produit, il faut que tu les fasses payer. Ok. Et ça, c'est la meilleure, pour moi, c'est la meilleure et la seule validation, en fait. C'est le cash que tu fais. Le reste, tu vois, genre les likes, les commentaires, tout ça, c'est vanity, c'est bullshit. Ça fait plaisir à ta mère et à ton ego, mais à part ça, C'est tout, ouais. ouais, c'est ça. Ok, alors justement, j'ai une question de tout à l'heure qu'on a skippée, que tu m'as fait, noter. Je voulais savoir combien vous êtes dans la team actuellement. Alors, pour l'Emlist, en gros, on est 5. Donc, mes 2 associés et 2 personnes. Après, pour l'Empod, il y a une personne full-time et l'Emtalk, une personne full-time. Donc, au D'accord. total, on est 8. Ouais. Plus un dev qu'on vient de recruter là. Ouais. Total, on est 8. Ok, et l'idée pour le futur, c'est d'à chaque fois staffer pour chaque petit projet, mais de garder des petites équipes plutôt? Ouais, c'est garder des petites équipes. Je pense sur l'Emlist, l'année prochaine, on va rajouter peut-être 2-3 personnes. Après, bosser avec peut-être des freelances sur la partie produit un peu. Mais du coup, ça, c'est vraiment mission ponctuelle. Mais ouais, rester petite équipe avec des gens, tu vois, qui sont honneurs vraiment de chaque projet, quoi. Parce que sinon, après, ça devient, je sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué quand tu as trop de personnes. Je trouve qu'il y a trop de perte de chaleur. Moi, je suis un doueur, tu vois. J'ai pas envie de passer du temps à. J'aime bien former les gens et les monter en compétences, mais jusqu'à un certain point, tu vois. Genre après, être juste à manager 1000 personnes pour leur dire quoi faire, c'est plus trop. C'est pas forcément ce que je kiffe maintenant, en tout cas. C'est pas le kiff, ouais. Ouais, Donc c'est c'est ça. pas ce que vous faites. Ok. Exactement, c'est ça. Je vois Mais que c'est le bien. message est rentré. Mais, ouais, mais c'est bien. Mais il faut avoir des valeurs comme ça qu'on porte. Je pense que c'est une bonne façon de construire une entreprise et d'avoir une dynamique commune entre des gens, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc c'est important. Et c'est pour ça que tu as ta place dans ce podcast, parce que j'essaie de trouver des gens qui font des entreprises et qui restent assez indépendants et petits, donc qui vont pas chercher forcément du financement, qui vont pas chercher à faire une équipe de 60. Et Ouais, c'est pourquoi, clair. et pourquoi ils font ça?
En fait, le truc, tu vois, il y a pas mal. Moi, ce que j'aime comme métrique, c'est par exemple, tu vois, ton revenu par employé ou ton profit par employé. Genre, tu vois, aujourd'hui, sur tous nos projets, parce qu'on bosse avec des freelances majoritairement, nous, tu vois, on arrive à dégager aujourd'hui, et ça monte tous les mois évidemment, mais on fait plus de 30 000 euros de profit tous les mois en se payant un salaire, tu vois, à 6 000 net. Donc en vrai, c'est largement plus que ce dont j'ai besoin. Alors, tu vois, moi, je suis quelqu'un d'assez simple. Hein. J'ai pas des goûts de malade. Je suis pas, j'ai pas de kiff à avoir une Ferrari ou un truc comme ça. Mais juste, tu vois, c'est réussir à faire des projets qui te ramènent du cash en autopilote et d'avoir beaucoup de profit. Ça, pour moi, tu vois, c'est la vraie vision du succès, entre guillemets, même si je pense qu'on peut encore faire plein de trucs. Mais tu vois, sur des boîtes qui lèvent des fonds, pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. Genre, en fait, les mecs, ils parlent pas en profit, ils te parlent en combien est-ce que tu perds, quoi. Ouais, tous les mois, je burn, tu vois, c'est ça. C'est ton Ouais, burn rate, et c'est violent, quoi. c'est peut-être C'est une notre vision mentalité. qui est un peu plus ancienne, on va dire. Ouais, ouais, ben, tu vois, franchement, je sais pas du tout parce que quand je vois, tu vois, à Station F, c'est ça qui est assez marrant. Nous, on est un peu des ovnis, quoi. Genre, tu as toutes les boîtes qui sont là, ouais, moi, je viens de lever entre 1 et 3 millions, je viens de faire mon seed, etc. T'es là, ah ouais, ok, cool. Vous faites combien de cash? Ouais, on vient de dépasser les 15K de MRR, là. Tu fais, ah ok, ok, cool, cool, cool. Tu vois, et genre, les gars, ils sont 10, ils ont levé, oui, genre même 15, tu vois, et ils ont levé 3 millions. Ils font pas de cash. Mais bon, les investisseurs ont du cash, donc ils donnent. Mais tu es là, tu fais, ah ouais, alors t'es dans un autre monde, quoi. C'est Ouais, ça, ouais. Mais je pense que ça revient à l'idée que tu disais tout à l'heure, qui est qu'il y a plein de besoins qui sont déjà pas adressés et qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue, juste adresser des besoins qui existent. Et il y a peut-être beaucoup de boîtes qui font des trucs un peu nouveaux et ambitieux, alors que tu pourrais faire un truc peut-être moins ambitieux et qui valorise moins ton ego parce que tu as juste mm, vu un besoin et tu l'as adressé. Ça ouais, ouais, demande ouais, pas, bien sûr. t'as pas l'impression d'être un génie en faisant ça, mais en attendant, tu peux faire du cash, tu peux Ouais, commencer à créer des choses intéressantes en faisant ça. ouais, c'est clair. Donc je pense Mais que en fait, ouais. c'est un peu ça la différence. Non, non, c'est clair. Et puis, en fait, je pense qu'il y a, pour moi, il y a une vraie méconnaissance des différents marchés. C'est-à-dire que tu vois, il y a trop de personnes qui veulent être focus sur des marchés à plusieurs milliards, qui sont largement adressés, tu vois. Alors que, tu vois, genre, comme tu disais, genre, mais même avoir un peu moins d'ambition ou, en vrai, c'est toujours beaucoup trop d'argent pour nous, quoi, en tant qu'être Oui, humain, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est-à-dire que même tu as des petits marchés où tu peux faire des boîtes, je sais pas moi, à 50, 100K de MRR, mais 50, 100K de MRR, tu vois, quand tu es ne serait-ce sur même une équipe de 3, 4, c'est déjà énorme en fait. Hein. Enfin, le SaaS, c'est que du coût de serveur, quoi, tu vois. Genre, ok, tu peux payer un peu d'ads si tu veux en faire, mais globalement, c'est juste, tu vois, c'est un autre monde en fait. Et je trouve qu'on parle pas assez en fait justement de tous ces projets, tu vois, de personnes qui ont pu faire. T'en as plein, hein. T'en as plein, oui. plein, plein, et c'est ouais. Et là encore, toi, tu montes une équipe et tu as plein Ouais, nous on de... essaie de faire un truc un peu plus gros, tu vois, mais en vrai, enfin, ouais, t'as les lifestyle business, des mecs, tu vois, qui passent 2 heures 2, 3 heures par semaine, qui ont 3 gars qui bossent pour eux et ils font 30K tous les mois, chill, tu vois. Il y en a, hein. Oui, oui, bah oui, il y en a. Il y en a. Et c'est ça qui est bête, c'est que des fois, on a beaucoup de gens qui ont des ambitions de ouf et au final, c'est très dur à atteindre alors qu'il y a Ouais. des trucs beaucoup plus... Enfin, qui sont largement suffisants, comme tu dis, et que tu peux atteindre beaucoup plus facilement. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et puis, tu vois, il y a aussi un truc que les gens prennent pas trop en compte, mais c'est le risque, tu vois. Le risque, on le voit pas parce que, tu vois, on se dit, bah, tu vois, quand tu es dans l'univers un peu startup, tu as un peu ce côté, déjà le hustle porn, tu vois. C'est genre, il faut que je taffe le samedi jusqu'à 23h, le dimanche aussi, machin, machin. Moi, je suis là, genre, ah non, mec, mais moi, le vendredi à 5h, je suis parti. Le week-end, jamais je travaille, sauf si j'ai inspiration divine, tu vois, et je me dis, OK, allez, c'est peut-être un moment calme où je vais pouvoir Ouais. taffer, mais voilà. J'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Je suis pas le genre de mec, tu vois, qui fait 3 heures de sommeil, etc. Non, c'est 8 heures. Peu importe à l'heure à laquelle je me couche, mon réveil, il est toujours 8 heures après, tu vois.
il n'y a pas de, Il n'y a pas il y a d'exception. pas de compromis, il n'y a pas d'exception là-dessus. Ça marchera pas, tu vois. Et voilà, tu vois. Et ta vie, c'est pas que le travail. C'est loin d'être que ça. Et je trouve que c'est un peu dommage, tu vois, qu'on ait tendance à surmédiatiser un peu ce côté, tu vois, hustle à tout prix, etc. Alors que, voilà, ouais, il y a C'est la plein vision d'autres. très américaine du concept de start-up, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, mais ça arrive vachement en France, tu vois. Enfin, j'en vois beaucoup, hein, tu sais, des boîtes, je sais pas, ils se font des horaires de port. Et en fait, on ne prend pas le risque, même sur ta santé, tu vois, d'un point de vue purement médical, c'est pas cool, tu vois. Ah Genre, non, mais tu as des clairement. mecs qui partent en burn-out, tu as des gens qui sont pas bien, déprimés, des boîtes qui coulent à cause de ça. Enfin, tu vois, c'est bon pour personne, en fait. Ah mais je suis clairement d'accord. J'ai bossé dans une start-up qui faisait ça un petit peu. Ok. Et au final, je passais mes soirées à bosser, mes week-ends à bosser. Bon, je faisais quand même Ouais. d'autres trucs à côté un peu, mais Mhm. genre en un an, j'ai pris 10 kilos, on a levé des fonds, Pas cool. mais ouais, on a levé des fonds, et au final, c'était parce qu'en fait, on galérait, qu'on était en train de Ah crever. ouais. C'était enfin, c'était n'importe quoi, tu vois. Et puis, Ouais. ah là, je suis parti de là, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi Qu'est-ce que j'étais j'ai là? fait? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, j'ai appris plein de trucs, mais Ouais, j'ai subi aussi moi-même, quoi. Je suis là, mais ouais, c'est ça. C'est erreur, ça. erreur. Alors que moi, je trouve que c'est plus inspirant. Par exemple, je sais pas si tu connais Pieter Level, il est Ouais, très ouais, ouais. actif sur Twitter Ouais. et des trucs comme ça où le mec est solo et il fait 100K de MRR, Ah ouais, il est bien, lui. mais fine, fine. Ouais, 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 Je c'est crois clair. qu'il fait même plus, hein, je dis des conneries, parce qu'il a plusieurs produits maintenant Ouais, et le mec enfin, voilà, moi c'est ça que je vise maintenant. ouais, Tu vois, c'est le ce mec, type de lifestyle. c'est ça, il est à Bali, ça va, et c'est Mm. pas compliqué sa vie, tu vois. Et en même temps, il kiffe ce qu'il fait, je pense. Donc Ah, c'est ah non, non, plutôt ça que. Je suis plutôt d'accord avec toi sur ça. Ouais. Le kiff, c'est vachement important, le kiff, c'est important. Le kiff, c'est la vie. clairement. Clairement. Bah du coup, on a un peu dérivé, mais on va pouvoir reprendre sur mes questions, sur ma deuxième partie. Donc là, une question vachement intéressante, c'est à partir de quand tu as commencé à être full-time sur l'Emlist? Moi, dès le début, Dès le je début? t'avoue, ouais, au départ, j'étais au RSA, du coup, j'avais 500 balles par mois. Et ma meuf de l'époque était très sympathique, donc je vivais chez elle. Et voilà. Et puis, comme je te dis, hein, moi, je suis assez simple. Hein. J'ai pas forcément des goûts de luxe ou quoi. Donc, voilà, hein, tu manges un peu plus de pâtes, tu fais un peu moins de sorties. J'avais un peu de cash des parts que j'avais revendues, tu vois, avant sur mon ancienne boîte. Donc, ça me permettait de mettre un peu de beurre dans les épinards, tu vois, comme on dit. Et rapidement, on a pu se payer. Donc, voilà, après, ça va. Au bout de combien de temps vous avez été ramen profitable? Euh, Ramen profitable. Tu Ramen connais cette profitable, expression? je connaissais pas, mais j'aime bien. J'ai entendu sur les derniers épisodes du podcast. Ok. Ramen profitable, c'est stylé. En gros, on avait du cash à partir de 4 mois et on a commencé à en prendre à partir d'un an, en gros. Ah non, ok. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Mais en vrai, on aurait pu en prendre avant. Franchement, on a été un peu trop, Frileux? ouais, un peu trop frileux. On n'était pas sûr, tu vois. Parce qu'on avait eu beaucoup de cash avec AppSumo et on n'avait pas forcément de visibilité sur notre croissance. Mais du coup, ça veut dire, tu vois, on a commencé à se prendre genre du cash un peu plus qu'un SMIC au départ. Et genre le mois d'après, on se prenait genre 2005. Et le mois d'après, genre 3000. Et le mois d'après, 4000, tu vois. Et du coup, on était là, mais ouais, en fait, on est con, tu vois. On aurait juste pu se mettre bien dès le départ ou un petit peu en amont, tu vois, au lieu de faire ce genre de truc. Mais bon, voilà, Ouais, vous avez appris. voilà, c'est ça. C'est Je, ça, pen- c'est je ça. pense aussi que ça a une dynamique intéressante de ne pas se payer au tout début ou en tout cas de galérer. Ah, Tu vois, c'est le clair. fait d'avoir Super important. un RSA, c'est que tu vas faire des choix pas pour la fame, tu vois. Tu vas faire des choix pour la survie. Ouais, ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est clair. Mais je pense qu'en fait, un truc qui a encore plus d'impact, c'est de commencer à se payer avec sa boîte le plus tôt possible. Tu vois, genre, par exemple, je sais que si on l'avait fait, on s'était mis des salaires par rapport à nos économies de boîte. Genre, par exemple, tu vois, on avait touché le cash d'Absumo, on avait du cash du MRR auquel on ne touchait pas, etc. Tu vois, ça faisait un petit coussin. Si on avait commencé à taper directement dans cette réserve en se disant, putain, on va se rapprocher de zéro, là, il n'y a pas le choix, ben ça te met un autre sens d'urgence. Tu peux dire, en fait, quand on a commencé à se payer,
et qu'on s'est dit, vas-y, on s'augmenterait bien. En fait, moi, ça m'a chauffé à augmenter les prix de l'Emlist d'un coup, tu vois. Et on a fait une augmentation de 50% qu'on aurait pu faire bien avant. Ah Et oui. ça n'a pas changé le taux de conversion. Genre, on avait le même taux de conversion, quoi. C'est-à-dire que les gens s'en foutent. Genre, ils étaient prêts à payer 50% plus cher. Alors Oui, qu'au début, quand, tu vois, genre, moi, augmentation des prix, c'était là, ouais, c'est c'est quoi? Qu'est-ce qu'on compliqué, fait à faut nos faire. users? Ouais, ouais. Putain, comment je calcule? Mais non, tu vois, quand tu apportes de la valeur et que les gens, ils ont un bon ROI, ben, ils restent, en fait. Ok, intéressant. Mais du coup, tu as choisi d'augmenter juste sur un coup de tête, quoi. Il n'y avait pas de Ouais, data. en fait, on en parlait depuis longtemps. Et là, on commençait à se payer et on commençait à bien se payer. Et du coup, je me suis dit, franchement, enfin, je sais pas, tu vois, je me dis, on peut faire plus d'argent, quoi, tu vois. C'est un peu le truc où, tu vois, j'étais en mode crevard tout le temps, tu vois, je vivais avec pas grand-chose, donc je me disais, je m'en fous un peu. C'était vraiment focus utilisateur, tu vois, je veux qu'il soit successful, etc. Et après, je me dis, en même temps, je regarde nos concurrents, on était moins cher, tu vois, et ça envoyait pas les bons signaux, tu vois. Donc, on attirait aussi d'autres crevards qui étaient potentiellement un peu plus chiants et tout. Donc, j'étais là, ben, fait chier, quoi, on augmente, on va au moins s'aligner, tu vois, sur un certain prix et faisons-le, tu vois. Et en fait, ça a rien changé, quoi, parce que les gens voient toujours le bon ROI, quoi. Tu as peut-être eu moins de support de crevards. Ouais, c'est ça, clairement, ouais. On n'a pas tiré les mêmes teams. Ouais. Ouais, ouais, c'est intéressant ça. Il y a souvent ce retour-là sur le pricing qui fait que au début, tu as peur de te pricer à un prix que tu trouverais acceptable et tu te sous-prices. Et il y a beaucoup de mecs qui se retrouvent au final à avoir du coup des utilisateurs qui étaient pas prêts à payer ton produit, mais comme il est moins cher que ce qu'il vaut, ils le payent, mais ils ont des attentes supérieures à ce qu'ils payent. T'es Bah un ouais, peu ouais, dans un clairement. truc. Non, non, mais ça, c'est vrai que ça, c'est super important, en fait. Super important parce que si tu vois le prix, en fait, le prix, price égale value, tu vois. Et en fait, nous, au départ, comme on n'était pas cher, il y avait des gens qui nous voyaient comme un tool pas forcément ultra sérieux, tu vois. C'était en mode, ah, les petites images dans les mails, tu vois. Et quand on a augmenté les prix, là, c'était, ah ouais, d'accord, en fait, on va vraiment avoir plus de réponses avec ça, tu vois. Et c'est des mécanismes psychologiques, tu vois, qui sont, bah, tu vois, quand tu es fondateur, ça te fait un peu chier. Mais quand tu comprends ça, bah, voilà, faut jouer avec les règles, quoi. Les règles Oui, du cerveau. les, les règles du cerveau, ouais, c'est ça. C'est un peu. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas en France, qui ont une certaine éthique et qui voudraient pas faire payer trop cher les gens par rapport à ce que ça vaut. Et Ouais, ça en nous France, en bloque. fait, on est juste mauvais en business. Ouais, clairement. Non, mais c'est vrai, hein, franchement, c'est pas. On a trop d'éthique sur certains trucs, pas assez sur d'autres. Mm. C'est un peu chelou des fois. Ouais. Bon, eh bien, vachement pas mal. Je change un peu de super intéressant, j'essaie de dire des choses différentes. Allez, t'as ton dictionnaire des synonymes, tu sais. C'est ça. Pertinent, Pertinent. vraiment pertinent. Euh, du coup, pour continuer sur là, on va attaquer mes dernières questions et ça fait presque Ouais. 1 heure qu'on discute, donc c'est parfait, on est dans le timing. C'est quoi les projets futurs là? Alors, projet futur, il y a pas mal de choses. On a déjà ces gros focus 2020 sur l'Emlist, donc la transition, tu sais, entre la partie cold email vers quelque chose beaucoup plus transversal de sales automation. Donc ça va demander beaucoup de taf sur la partie tech, mais aussi nous en partie, tu vois, contenu, éducation, communauté. Donc gros focus communauté en 2020. Après, on a potentiellement un autre projet qui est aussi lié un peu à de l'email, mais un peu différent. Donc là, je ne peux pas trop en parler encore. T'as peur que les Indiens te copient encore? Ouais, c'est ça. Ils vont traduire, tu sais, ils traduisent tous mes interviews Les en lourds. français. Donc ouais, potentiellement, 2020, il y a moyen qu'on relance un autre projet SaaS. Voilà. Et du coup, essayer de garder un peu cette dynamique. Parce que là, tu vois, on valide un peu ce business model à avoir plusieurs personnes sur plusieurs projets et nous trois qui manageons un peu les trois projets. On est sur les premiers mois, là, tu vois, ça va faire 4-5 mois qu'on teste ça. On a eu des bons trucs, on a eu des trucs un peu moins bien. Donc, c'est à voir, tu vois. Est-ce qu'on arrive à confirmer ce modèle? On n'est pas pressé, tu vois, sur du gros scaling avec, OK, on va shipper 15 SaaS différents l'année prochaine. On préfère aller step by step, bien écouter le marché, être aussi focus, tu vois, sur nos plus gros projets, parce que c'est quand même important, et continuer à faire ce qu'on kiffe, hein.
Le fameux, il est de Le fameux. retour. Il est de retour, le kiffeur. Ok, ben je viens de perdre ma question que j'avais, parce que je ne l'ai pas notée, bien sûr. Merde. Mince. Au niveau de tes projets, non, je vais pas la retrouver. C'est pas grave, on va enchaîner. Euh, on va enchaîner sur mon lot de 3 dernières questions, comme je t'ai expliqué au début du podcast. La Ouais. première, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer sur l'Emlist, on va dire. Euh, je pense que le plus important, c'est de pas avoir peur de ce que les gens pensent, en fait. C'est-à-dire qu'en France, tu vois, genre l'exemple que j'aime bien prendre, c'est en France, on a un côté, tu vois, très moqueur. Quand, par exemple, tu prends nos cours d'anglais, pourquoi les Français sont si mauvais en anglais quand tu compares avec les Européens? Bon, il y a les Espagnols aussi, ils sont pétés, mais tu regardes tous les autres pays Je autour de confirme en nous. étant en Ouais. Espagne en ce moment. Non, mais c'est ça, tu vois. Genre, tu prends les Allemands, tu prends les Dutch, tu prends les Belges, etc. Enfin, globalement, ils sont. Quand tu es en cours d'anglais au collège, tu as 2 choix, tu vois. Soit tu parles avec un accent français de merde et tout le monde rigole et te dit ah, il a un accent d'anglais de merde. Soit tu essayes de parler avec un accent un peu américain et là, tu as tous les mecs qui se disent ah, il fait trop le mec avec son accent carré, il se prend pour qui, machin. Nanana. Donc, dans tous les cas, en fait, On se fout de on ta a gueule. besoin, tu vois, voilà, on se fout de ta gueule, peu importe ce que tu fais. Et du coup, en fait, tu regardes en France, quand il y a des gens qui te disent posez vos questions, il n'y a pas de questions bêtes, en fait, personne ne pose une question. Parce que dès qu'on pose une question, tu vois, on a l'impression qu'on est jugé et tout. Et ça, c'est très français, tu vois, comme mentalité. Quand tu vas dans les pays anglo-saxons, eux, ils demandent, ils s'en foutent, tu vois, et eux, ils te posent vraiment des questions bêtes, quoi. Mais c'est pas grave. Ils posent la question, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas de section bête, tu vois. Genre, ton cerveau, il fonctionne comme c'est unique. Donc, pour toi, quelque chose qui est clair, c'est pas forcément clair pour quelqu'un d'autre. Et du coup, en France, je trouve qu'on a, justement, à cause de ça, tendance à être beaucoup trop perfectionniste, pas assez doueur et pas assez, OK, on teste, tu vois. On teste et seuls, tu vois, les résultats, la data, le cache ou autre, nous donneront des résultats, tu vois. C'est pas, il y a beaucoup de gens, en fait, qui se trouvent des excuses. Non, mais je peux pas lancer maintenant, c'est pas encore prêt. Non, mais le site, il est pas encore bien. Non, mais j'ai pas encore bien crafté ma pub. Non, mais je peux pas lancer. Et ça peut pas marcher, en fait. Le but, c'est de rentrer, tu vois. Et franchement, si moi, on m'avait dit ça dès le départ, mais je pense que ça m'aurait boosté, tu vois, à ne pas faire quelques erreurs, tu vois, en voulant être trop perfectionniste, trop pointilleux, tu vois. Ok, c'est intéressant comme conseil. Je pense que ça va servir à beaucoup de Français qui vont écouter ce podcast. J'espère. J'avais le même problème. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui avaient le même problème et qui l'ont Ouais, c'est encore. clair. Hein, et qui l'ont encore, ouais, c'est clair. Ouais, je suppose que même toi aussi, des fois encore, ça te Ah, bah, perturbe. clairement, ouais, clairement. Il y a des moments, je suis obligé de me mettre des vrais coups de pied au cul. Hein. C'est ancré en nous, cette connerie. Ah, c'est ça, hein, c'est terrible, c'est terrible. Ok, ben, merci pour ce très bon conseil. Je pense qu'il sera utile à beaucoup de monde. Du coup, ma question d'après, c'est qui c'est que je dois inviter dans ce podcast selon toi? Alors, franchement, un mec que j'aime bien, qui est vraiment cool aussi, c'est Greg de Wise Pops. Je sais pas Ok, si on. Voilà, Wise Pops, en fait, c'est une autre boîte. Eux, ils ont un. C'est pas de l'hyper-croissance, c'est de la croissance plus chill, mais ça va faire genre 6-7 ans. Ils sont 5 ou 6. Ils ont atteint le million d'ARR, tu vois. Donc, pareil, le genre de boîte, enfin, ils l'ont atteint il y a. Je pense que là, ils sont à plus. Je pense qu'ils doivent être plutôt aux alentours de 100K de MRR, donc plus 1,5 million quoi, d'ARR. Et tu vois, c'est la boîte qui grossit bien. Ils prennent leur temps et très bons dans ce qu'ils font. Voilà, smart, j'aime bien. ok. Ben, super intéressant, je le mets dans ma bucket list. Ça roule. Parfait. Eh ben, il me reste plus qu'une dernière question et après on est bon. C'est où c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre? Franchement, le mieux, c'est LinkedIn. Donc, Guillaume Moubèche, ou de toute façon, je pense que tu mettras mon Yes. lien de profil avec un petit pixel B, Oh, yes. histoire de traquer qui clique. Qui clique et de vous Et, retargeter tous. ouais, c'est ça. Non, LinkedIn, ouais, je suis assez actif. Par message sur LinkedIn, je réponds en général à tous les messages. Ah Voilà. ben, c'est comme ça que je t'ai contacté, donc Ouais, effectivement, c'est vrai. je valide. Ok. Eh ben, ton LinkedIn, parfait. Eh ben, merci, Guillaume. C'était Ben, une avec super grand plaisir. conversation. Ouais, avec plaisir. Top. Ciao. Ciao. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans 2 semaines
pour le prochain. Belle journée à toi.